Bon, aujourd'hui, vidéo chiante. Petite revue du reportage de référence de tous les anti-armes, Bowling for Columbine. Si vous débattez avec des anti-armes, bien souvent ils vous répondront « Mes arguments anti-armes ?» Regarde ce reportage, tout est dedans. Bon, ce reportage est fait par Michael Moore, très connu aux USA pour être un extrémiste anti-américain, anti-armes, mais surtout anti-blanc. Parce qu'ils aiment ce que Trump représente. Ils aiment son côté mâle blanc, hyper agressif. Mais ce ne sont pas les hommes blancs qui vont diriger le monde. Ce sera les femmes, les personnes de couleur, et les hommes blancs vont connaître des temps difficiles. C'est comme les dinosaures. Un jour, ils vont disparaître. Autant vous dire que là, on est sur un reportage extrêmement objectif. Bon, je sais qu'un reportage n'est jamais objectif, mais là, c'est comme demander à Alain Soral de faire un reportage sur la Shoah. C'est au même niveau. D'ailleurs, pour Michael Moore, un reportage a été fait sur lui, pour montrer qui il est et à quel point ses reportages sont de la manipulation et la propagande. Reportage que je n'ai pas vu, n'étant pas du tout anglophone. S'intéresser au réalisateur est important, mais là, je vais devoir faire sans. Allez, on envoie ça. Bien sûr, je zappe tout le meublage et ce qui est inutile, comme le générique. Sinon, la vidéo elle va durer plus de 4 heures. Je peux vous aider? Oui, je voudrais ouvrir un compte. Quel genre de compte? Je veux ouvrir le compte qui donne droit à un fusil gratuit. Ça commence donc avec ça. Il entre dans une banque pour avoir un compte, histoire d'avoir une arme gratuite. Ouais, avant de parler de tueries faites avec des armes à feu, le reportage va essentiellement parler d'armes à feu. Vous ouvrez le compte et le fusil est à vous. Nous avons un catalogue que vous pouvez feuilleter. On fait quelques vérifications et le fusil est à vous. Ça veut dire quoi, juger mentalement déficient? Si vous avez commis un délit. Un délit? Ah ok. D'accord, alors si je suis un déficient mental sans histoire, ça va. Oh putain, cette réplique, comment il a trop raison. C'est vrai, et du coup, si c'est un déficient mental sans antécédent, du coup, il a une arme pour avoir des antécédents. Argument très connu, très utilisé et complètement con. Bah ouais, connard, par exemple, on va pas te retirer ton permis de conduire alors que t'as jamais eu d'accident, juste sous prétexte que t'es potentiellement dangereux avec un volant. On va pas t'empêcher d'être professeur sous prétexte que t'es potentiellement un violeur pédophile, alors que t'as jamais montré le moindre signe que tu l'étais. On va pas te foutre en prison sous prétexte que t'es potentiellement dangereux alors que t'as encore rien fait. On ne sait pas comment tu es, on ne sait pas comment tu vas réagir. Donc on doit attendre que tu fasses un pas de travers pour savoir ce qu'on doit te confier ou pas. Et ça ne fonctionne pas qu'avec les armes, mais avec absolument tout. Ça a l'air con, mais le fameux « on va pas attendre que tu tues quelqu'un pour t'empêcher d'avoir une arme », c'est un pseudo-argument que je vois tout le temps, malgré le fait qu'il soit complètement pourri. Bah évidemment que si. On attend que tu commettes un crime ou un délit pour t'exclure de la société. Argument de merde, donc non recevable. On vient d'un état où tout le monde adore la chasse. Même les chiens. Deux chasseurs dans un campement ont voulu photographier le chien déguisé en chasseur, juste comme ça, pour s'amuser. L'un d'eux a eu l'idée de lui mettre une carabine sur le dos pour faire une meilleure photo. La victime était à genoux devant le chien quand l'arme a glissé. Alors là, c'est la petite partie meublage un petit peu inutile, histoire de dire « Vous avez vu ça? Un tireur a fait un truc très con, donc du coup, tous les tireurs sont des idiots. » Ouais, comme s'il fallait être tireur sportif pour mériter un Darwin Award. Mais là, cette scène est filmée avec un gros chien tout mignon en gros plan avec une musique triste. Donc c'est un argument valable. C'est du sarcasme. Là, le passage dure 2 bonnes minutes. Si vous avez que ça à faire, vous irez voir le reportage. Ouais. C'est de là que je viens. Une boîte de 270. Parfait. Sorry about that, sorry. Sorry, didn't discharge. You don't need no gun control, you know what you need? We need some bullet control. Bon là, ce passage-là, il essaie d'être super drôle. C'est pour dire que c'est pas très malin de pouvoir rentrer dans un magasin avec une arme à feu. C'est là où je me suis dit que tous les débiles anti-armes avec qui je discute régulièrement ont tous, à un moment ou un autre, reçu un relent de ce reportage. On va le voir, mais en gros, tous les pseudo-arguments de merde en défaveur des armes à feu sont tous combinés là-dedans. Donc, pour faire simple, tu peux rentrer dans n'importe quelle boutique avec une arme à feu, c'est pas bien, donc les armes c'est caca. Encore une fois, vous trouvez que cette situation est débile, mais on s'en fout de ce que vous trouvez. Moi, ce que je vois, c'est qu'il rentre chez un coiffeur avec une arme, ça ne fait chier personne, il ne fait chier personne, personne ne meurt, tout se passe bien. Le mec serait rentré avec une cuillère à soupe, ça se serait passé de la même façon. Donc l'argument implacable ici, c'est tu peux rentrer chez un coiffeur avec une arme à feu et tout le monde s'en fout, donc les armes c'est caca. Donc, argument de merde, donc non recevable. Pourquoi des quilles? Pour me défendre. D'un point de vue technique, c'est une petite cible qui représente bien les points vitaux sur un corps humain. Si jamais on devait tirer sur quelqu'un. Donc là, un grand classique. Ils vont voir des types armés pour les interviewer sur le fait qu'ils s'entraînent avec des armes à feu. Légitime défense de soi, de sa famille, des gens autour d'eux.
Bien entendu, ils ont pas pris les plus intelligents du lot. Ce sont tous des prolétaires qui ont un peu de mal à s'exprimer, donc forcément, ils passent pour des idiots et des fous de la gâchette. Ce qui est le but. D'ailleurs, ce passage dure plus de 7 minutes. Il faut enfoncer dans le crâne de celui qui regarde que tous les propriétaires d'armes sont des idiots. Vous savez le fameux gna gna gna, le peuple qui tire sur les tornades? Eh ben ça, c'est travailler en amont. Nous, on est un peuple qui fait rentrer l'Afrique dans son pays pour ensuite se plaindre de la délinquance. On n'a pas vraiment de leçons à donner sur le fait de faire de la merde. Mais là, vous vous dites, c'est un reportage sur Columbine ou sur les armes légales? Bah justement, pour faire avaler le vide abyssal de ce reportage, il faut avant tout faire rentrer une idée dans la tête de celui qui regarde. Les armes, c'est mal. Ce reportage est tout sauf objectif. Donc avant de commencer à parler de la tuerie de Columbine, il faut que celui qui regarde le reportage haïsse une communauté ciblée. Là en l'occurrence, les propriétaires légaux d'armes à feu. Tout ce reportage, c'est de meublage où le reporter va sur le terrain, voir des situations random, les mixer à la propagande anti-armes et les faire tourner en généralité. C'est de la merde, mais ça marche très bien. À un moment, il parle même de dangerosité de la pollution. C'est pour dire. Vous allez le voir, ce reportage est parfaitement bien construit. Il arrive à convaincre sans rien apporter comme information. Juste de la musique triste et un montage nickel. Ces gens-là, les représentants de la loi, si on veut les appeler comme ça, ils étaient là, à trembler comme des feuilles. Ils tremblaient littéralement, ils les avaient à zéro. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur d'un carnage, d'un nouveau Waco. Tout ça parce que des gens, à savoir mon ex-femme et quelques autres, ont prétendu que j'étais un radical, un sauvage, avec un flingue sous chaque bras, le long de chaque jambe, dans les chaussures, dans toute la maison. Les milices, vous en avez partout et dans tous les pays, même en France, avec les Antifa, la LDJ ou les milices de la charia par exemple. Les milices, quel que soit le pays, sont généralement non étatiques, donc non reconnues par le gouvernement. J'ai bien dit généralement, car certaines milices sont étatiques, comme au Venezuela par exemple. Par contre, pour les milices non étatiques, il faut dissocier les milices anti-gouvernementales des milices non gouvernementales, car ça n'a putain de rien à voir. Une milice peut ne pas avoir l'appui officiel de son gouvernement et ne pas aller l'emmerder, comme la LDJ par exemple. Ou bien ne pas avoir son appui et lutter contre lui. Comme les Antifa par exemple, qui luttent pour mettre un banquier de chez Rothschild comme président, histoire d'emmerder le pouvoir en place. Qui tabasse ses opposants politiques, et qui luttent contre le capitalisme en faisant la promotion de manœuvres pas chères. Ouais, ils luttent contre le gouvernement, hein. Peut-être pas de manière super efficace par contre. Je vais pas épiloguer pendant 1 heure, mais les milices anti-gouvernementales, il en existe énormément. Et ils sont tous généralement très cons. Mais cons, vous n'imaginez même pas. Si le gouvernement ne fait rien contre eux, c'est pour une simple et unique raison. Ils bossent pour eux sans même s'en rendre compte, et avec beaucoup d'ardeur. Je parle des Antifa car ce sont les plus connus en France, mais aux USA, des milices comme ça, il en existe une chier, et ils sont tous putain de cons. Pourquoi je dis ça? Je vous laisse deviner quel type de milice ils ont été interviewés. Si le gouvernement devient tyrannique, c'est votre devoir de le renverser. Ah, quelle surprise! Pourquoi est-on mis en deuxième sur une liste de lycéens constituant une menace? Il y a sûrement une raison. D'accord. Bon, le truc, c'est que j'ai ce bouquin, Les recettes de cuisine anarchistes. Il vous apprend à fabriquer des bombes et ce genre de trucs. C'est bien le moindre problème, alors c'est moi qui viendront voir en premier, et ça, j'en ai pas besoin. C'était la seule raison. Oui. T'as jamais fabriqué de bombe? Non, ah si, en fait, j'en ai fabriqué. Déjà, pourquoi la traduction, ils ont mis une voix de femme, là? Ouais, ok, on s'en fout. Là encore, on refait un lien tireur égale taré qui fait de la merde. Il y a que ça sur la moitié du reportage, histoire de mettre dans le bain avant de vraiment parler de l'attentat. Histoire de préparer mentalement à une idée prémâchée. En oubliant bien sûr de poser les vraies questions. Donc, je vais poser une vraie question. Au lieu de parler de lui en tant que tireur, et si on parlait un petit peu d'idéologie politique? Là, évidemment, on a encore un type qui lutte contre le gouvernement avec des armes. L'équivalent en France, ça donne quoi? Eh ouais, encore les Antifa, pas tellement à voir avec l'extrême ultra-droite tireur sportif donc. Allez, petit florilège de ce qu'on peut trouver sur les blogs et sites d'Antifa. Vous allez voir à quel point ce sont des gars gentils et fréquentables. Bon, je vais pas tous les présenter, hein, vous taperez le titre sur Google si ça vous intéresse. Donc dans ce livre, on apprend comment tuer le capitalisme. Comment? Voler, détourner, faites chier votre entreprise, menacer au téléphone, répandez des fausses rumeurs, détruisez des câbles électriques, des distributeurs, des caméras de surveillance, attaquer des commissariats, crever les pneus de camions au hasard, attaquer des banques, balancer des clous sur les autoroutes, et surtout ne rentrez pas dans l'armée ou dans la police. Ouais, de toute façon, je pense que vous seriez sûrement pas les bienvenus. Mais ça va, ce livret a été édité par la CIA. Bah, ça concerne la CIA, ça, hein? Ouais, enfin, laissez-moi quand même largement douter. Notre livre de la semaine, L'astrophysique quantique dans les structures thermodynamiques, édité par Franck Ribéry. Voilà, niveau crédibilité, c'est à peu près le même niveau. Et ce livret est connu en plus, on peut le trouver partout et facilement. Je vous le conseille pour que vous vous rendiez compte du danger de ceux pour qui ils luttent, c'est-à-dire l'extrême ultra-droite qui ose poser des banderoles dans la neige, et qui eux par contre sont la priorité du gouvernement. Ensuite, les autres livres sont graves de simplement penser, d'effectuer ce qui est écrit dedans. Mais par contre, celui-là, manuel de formation, c'est bien pire que tout. Les 60 premières pages sont chiantes et inutiles. Ça parle d'armes à feu et c'est un mixte nul de cours militaires avec des définitions chiantes. Par contre, passer ça part complètement en couille. Attaquer des policiers, leur tendre des embuscades, fabriquer et jeter des cocktails Molotov, capturer et fusiller des hauts fonctionnaires de la police, et même attaquer une prison. De quoi? Les mecs qui posent des banderoles dans la neige là?
à priorité absolue du gouvernement. Des terroristes extrémistes extrêmement dangereux, y a rien à dire. Donc pour revenir au reportage, on nous dit qu'il est souvent interpellé car c'est un tireur sportif qui a une fois fabriqué une bombe. On met clairement l'accent sur le fait qu'il soit tireur avant d'être anarchiste. Donc dangereux en tant que tireur. On oublie juste de préciser que, comme l'autre avant, c'est un type qui a ce genre de lecture. Le dernier truc que j'ai fait avec ce bouquin, je crois que c'est un bidon de 20 litres de napalm. Vous voyez quoi, du napalm maison. Tes copains étaient au courant? Ouais. T'étais donc deuxième sur leur liste. Exact. Mais qui était le premier? Je sais pas, ils ne m'ont jamais dit son nom. Ça m'a un peu énervé. De pas être le premier. Parce que j'étais pas numéro 1. Je sais que ça a l'air un peu bête, mais vous savez, je pense que ça aurait flatté mon ego d'arriver numéro 1 dans quelque chose à Oscoda. Même d'être sur la liste noire. Vous voudriez avoir des bombes au plutonium à la ferme? On devrait pouvoir avoir ce qu'on veut. Voilà, on parle de tireur sportif avant de parler d'idéologie politique, alors que ça passe largement avant. L'idéologie, quelle qu'elle soit, sera toujours bien plus meurtrière que l'outil utilisé. Un camion ou un couteau fera toujours 10 fois plus de morts qu'un fusil d'assaut. Pour plus d'infos, vous demanderez aux Anglais. D'ailleurs, en parlant de bombes, petite question. Quelle est selon vous l'arme qui a causé le plus de morts dans l'histoire de l'humanité? Là, je prends large. L'arc et la flèche avec des milliers d'années de conquête? La bombe nucléaire qui a fait énormément de morts en peu de temps? Le AK-47 pour ceux qui ont trop regardé Lord of War? Eh non, pour l'instant le record, c'est la machette. Avec une population qui grimpe en flèche et une culture du génocide à la machette, cet outil a rattrapé toutes les façons de se faire tuer dans l'histoire de l'humanité. Donc autant dire qu'interdire les armes légales et importer l'Afrique en France, je suis pas tellement pour. Et je tiens à dire que la France, c'est pas aux Français, toute l'Afrique a le droit d'être ici. Ces affiches où on lit « Nous sommes Columbine », c'est ce que ressent Lockheed Martin, le plus gros employeur de la ville, le plus gros fabricant d'armes. Nous sommes Columbine. Oh, violent! Alors pour tous ceux déjà qui voulaient savoir d'où venait le « Je suis Charlie », bah voilà, c'est fait. Ensuite, ils demandent simplement si le fait de dire « Je suis Columbine » signifie qu'ils étaient eux-mêmes responsables de la tuerie. C'est totalement gratuit, mais ça pousse à se demander si cette entreprise voulait simplement se vanter de cette tuerie. En gros, un petit peu comme les Israéliens qui mettent en avant leurs armes à feu en précisant qu'elles ont été utilisées en combat réel. Pensez pas que les gosses se sont dit « Après tout, papa va à l'usine tous les jours pour fabriquer des missiles. Ce sont des armes de destruction massive. Quelle différence y a-t-il entre cette destruction massive et celle du lycée Columbine ?» Voilà, c'est ça, c'est totalement gratuit. Ça ne fait pas avancer le débat, ça part dans du hors-sujet, ça contourne les vrais problèmes qui font que les tueries existent encore. Problèmes qui ont des facteurs divers, comme l'élitisme scolaire avec réclusion si vous n'avez pas le niveau suffisant, modèle social aux fraises, etc. Non, là, il reste sagement dans sa seule zone de confort. On fabrique des armes, ça tue des gens, c'est pas si mal, donc allons tuer des gens. C'est de la pure paresse intellectuelle. Il ne pose pas de questions, il ne cherche pas le débat. Il attaque simplement sur le fait que les armes c'est pas bien parce que ça tue, sans même évoquer les éléments psychologiques, les éléments sociétaux, et même sans une seule fois questionner les idéologies politiques ou religieuses. Il nous dit que personne à Littleton, pas même les cadres de chez Lockheed, ne comprenait pourquoi les lycéens de Columbine avaient recouru à la violence. Si, ça a été largement analysé, et même à l'époque où ce reportage est sorti. C'est juste que les réponses ne font pas tourner l'argument des armes à feu en boucle. Donc elles ne te plaisent pas, donc tu les entends pas. C'est tout. Le truc c'est qu'il pense que l'entreprise ne sait pas alors qu'il demande à un commercial. C'est pas son boulot, c'est normal qu'il ne sache pas. Demandez donc à un caissier de chez Jiffy la problématique des travailleurs chinois. Il dit qu'il sait pas et qu'il s'en fout. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas quelqu'un qu'il faut lui envoyer une bombe ou un missile. Bon là, le commercial dit que les USA ne tuent pas au hasard. Donc ça part sur un montage de tueries américaines dans le monde avec de la musique triste. Histoire de dire que le commercial ment et que les armes c'est pas bien. On reste sur un niveau d'analyse assez élevé, on est d'accord. Je rappelle que ça réussit à convaincre tous les anti-armes, et que ce reportage reste la grosse référence dans le domaine. On pourrait se dire qu'il leur en faut vraiment pas beaucoup, mais en fait le montage général est simplement vraiment très bien réalisé. Je vais y revenir, ne vous en faites pas. Bon là après on repart sur 3 minutes de meublage en plus, on zappe, on passe à la suite. Nous savons qu'il y a eu une terrible fusillade dans un lycée à Littleton, dans le Colorado. Quand la fusillade cessa, Eric Harris et Dylan Klebold avaient tué 12 lycéens et un professeur. Plus de 900 balles avaient été tirées, faisant des dizaines de blessés. Les 2 lycéens avaient acheté leurs armes en toute légalité, dans le commerce et au salon de l'armurerie. La plupart des balles provenaient de chez Kmart, un supermarché de Littleton. Dans son journal, Harris parlait aussi de détourner un avion et de s'écraser avec sur New York. Pure fiction, diront certains. Ils finirent par retourner leurs armes contre eux. Et enfin, ça parle du sujet, la tuerie de Columbine.
après seulement une demi-heure de mise en situation. Bon là, si à ce moment-là vous ne haïssez pas tous les possesseurs d'armes de la planète, c'est que vous avez raté le début. Ou bien que vous êtes questionné sur le matraquage idéologique de tout le début du reportage. L'un ou l'autre. Bon là c'est 4 minutes de conversation radio, de témoignages, d'images d'archives, le tout sur la musique triste, avec ensuite un bref topo de ce qui s'est passé. Alors il a tué une fille d'une balle dans la tête devant moi. Et il a tué un élève noir parce qu'il était noir. Je vous dirai juste ces mots. Si vous la voulez, il faudra me passer sur le corps. 10 jours seulement après la tuerie de Columbine, ignorant les appels d'une communauté en deuil, Charlton Heston fit à Denver un grand meeting en faveur des armes. Là, niveau montage, on a du génie. 40 minutes à vous faire rentrer dans le crâne que les armes c'est caca en vous mettant en avant des tireurs un petit peu idiots, triés sur le volet bien évidemment, et ça enchaîne directement avec la fusillade sur de la musique triste en vous laissant penser qu'il y a un lien entre eux. Ils finissent intelligemment avec des témoignages en pleurs, fondus en noir, la musique change, et ils enchaînent avec la NRA qui refuse de rendre ses armes à feu. Là, le montage est génial. Tout est fait pour dénoncer la NRA sans avoir à poser un seul argument contre les armes à feu. 40 minutes de reportage, aucun argument n'a été posé, juste des petits pics par-ci par-là. Aucun argument, même pas un faux argument facile à détruire. Tout ce qui est fait, c'est poser une ambiance. Il n'y a que le montage qui a suffi à vous faire croire que le problème c'était les armes à feu et ici, leur facilité d'achat. Et enfin, quand une ambiance un peu moins sentimentaliste, donc un petit peu plus sérieuse, se met en place, on vous met un extrait agressif de la NRA. C'est du génie dans le domaine de la propagande. Pas étonnant que ce reportage soit constamment cité comme référence. Pour l'instant, il n'y a pas de faux argument, parce qu'il n'y a aucun argument. Tout se fait avec le montage. Un montage qui ne dit rien, mais qui laisse faire croire. À aucun moment, il parle du fait que l'attentat ait lieu dans une free gun zone. Donc une zone où justement les armes légales sont impossibles à avoir légalement. Donc personne ne pouvait se défendre légalement. Il ne parle pas non plus du marché illégal qui existe comme partout dans le monde, qui aurait tout aussi pu être utilisé dans cet attentat. Bah oui, il met toujours en avant que les armes étaient légales, mais si elles avaient été illégales, ça aurait rien changé. Elles sont toutes aussi faciles à avoir. Il ne parle pas non plus qu'avec une arme ou non, les tueries se feront toujours. Plus il y a de tueries dans un pays, plus il y aura de chances d'en avoir. Ça marche pour les fusillades aux USA, mais aussi les attentats en France ou les génocides en Afrique, par exemple. On appelle ça le mimétisme. Dirty Biology en a fait une vidéo si ça vous intéresse. Je suis ici aujourd'hui parce que mon fils Daniel aurait voulu que je vienne. Si mon fils Daniel ne comptait pas au nombre des victimes, il serait ici à mes côtés. Dans le visage d'un autre enfant, comme c'est arrivé à mon fils, il y a un problème. Mais le moment est venu enfin de prendre conscience qu'un Tech-9 semi-automatique à 30 coups, comme celui qui a tué mon fils, ne sert pas à chasser le cerf. Il n'est d'aucune utilité. Et évidemment, aussitôt, on vous met l'un des parents. On oppose le méchant lobbyiste pas gentil avec le père en chagrin. Il mise à fond sur le sentimentalisme, et ça fonctionne très bien. On met l'un à côté de l'autre un vieux en costard ou une famille en pleurs. Vous êtes forcément du côté de la famille qui pleure, même si c'est hors sujet dans le contexte et que ça ne fait absolument pas avancer le débat. Nous avons du travail. Il nous faut apaiser les cœurs, vaincre le mal et unifier notre pays. C'est pas de moi le cut là. C'est vraiment ça. Ils opposent directement le père de famille avec le responsable de la NRA. Un montage comme ça, vous êtes obligé de détester le type en costard et avoir de la compassion pour le père. À ce stade, vous ne réfléchissez pas. Tout est fait pour justement ne pas vous donner envie de réfléchir. Ce reportage est totalement orienté anti-armes et fonctionne très bien. On en est à la moitié du reportage et je le répète, aucun argument anti-armes n'a encore été posé. Ce n'est que du sentimentalisme, que de la pleurniche à outrance. Vous avez de la peine qu'il ait perdu son fils, surtout avec son regard triste de chien battu. Donc vous êtes forcément d'accord avec lui, et comme ça cut directement avec le type de la NRA, vous détestez forcément le type de la NRA. C'est Matt Stone. Il a grandi à Littleton et garde un bon souvenir de Columbine. Columbine est un lycée pourri au milieu de baraques pourries. Matt et son ami Trey Parker trouvèrent un autre moyen d'exprimer leur rage d'être différents à Littleton. Et plutôt que de faire un carnage, ils créèrent un dessin animé. Ah mais on s'en bat tellement les couilles, sérieusement. Bon là il présente son pote qui habitait à Columbine et qui a fini par se barrer pour créer le dessin animé South Park. Ensuite il présente le dessin animé South Park. Quand je disais que ce reportage c'était surtout du meublage, c'est pas pour rien. Là on nous explique que ce dessin animé a été créé pour critiquer le modèle américain. Ah ça nous fait bien la bite hein, mais en fait on s'en tape. Mais complètement. Parce que là s'il m'avait dit que son pote avait fui le pays pour devenir caissier chez Quick, ça m'aurait fait exactement le même effet. Bon allez plus sérieusement, que fout ce mec dans ce reportage? Il a survécu à une tuerie et il est anti-armes. Mais ça ne suffit pas. Là on n'est pas sur n'importe qui, on est sur le créateur de South Park. Petite question,
Vous aimez South Park? Question rhétorique, bien entendu que vous aimez South Park, tout le monde aime South Park. Ce mec a créé le personnage le plus génialissimement immonde de l'histoire de l'humanité. Du coup, vous êtes forcément d'accord avec lui. Surtout que ce qu'il dit est appuyé par l'ambiance du reportage en lui-même. On appelle ça un argument d'autorité, là plus précisément un argument de popularité. Vous êtes influencé par une personne à partir du moment où elle est connue. Sauf que là, objectivement, le type il y connaît rien en politique. Donc son avis là il compte autant que n'importe qui a survécu à une fusillade, à un viol, à un tabassage en règle, qui se sont rendus compte que leurs agresseurs pouvaient s'armer facilement et que eux-mêmes n'avaient aucun moyen légal pour se défendre. Et des personnes comme ça qui ont survécu et qui sont devenues pro-armes, il y en a énormément. Mais vous imaginez bien qu'on va pas les voir dans ce reportage. D'ailleurs, de manière générale, quand une personne se fait agresser, ils ont plutôt tendance à chercher un moyen pour se défendre, plutôt que de militer contre les moyens de se défendre. Ce qui paraît plutôt normal. Mais je le répète, on verra pas d'exemple dans ce reportage. Donc ce type est inclus dans ce reportage uniquement parce qu'il est très connu, très apprécié, et surtout parce qu'il est anti-armes. S'ils avaient parlé de Chuck Norris, Brad Pitt, Whoopi Goldberg ou Angelina Jolie par exemple, personnalités très connues, très appréciées et pro-armes, ce reportage aurait pris une autre tournure, surtout que eux savent débattre intelligemment sur le sujet. Et après la tuerie à Columbine, ça craignait vraiment d'être lycéen aux États-Unis. Depuis la tuerie, les écoles du pays appliquent la tolérance zéro et excluent les élèves dont l'attitude est jugée contraire aux règles ou susceptible d'entraîner la violence. Cet élève de CE1 a été exclu pendant 10 jours pour avoir apporté un coupe-ongle, considéré comme une arme par l'école. Un élève de cours préparatoire a été exclu pour avoir visé un enseignant avec un blanc de poulet. Le garçon de 8 ans jouait avec un camarade à la cantine quand il a braqué son morceau de poulet vers l'enseignant en disant « Pampan ». Il a pointé son pistolet en papier et il a dit à ses copains qu'il allait les tuer pendant qu'il jouait aux gendarmes et aux voleurs. Si c'est pas un signal d'alarme, c'est quoi? En Virginie, un lycéen a été exclu pendant 1 mois pour avoir teint ses cheveux en bleu. Cet excellent élève pourrait être exclu aujourd'hui. Jérémy X, 17 ans, portait une tenue d'écossais au bal du lycée, composée d'un kilt, d'un béret à plumes et d'un poignard traditionnel, le Skyndu. Ce t-shirt a mené une élève au tribunal. Elle voulait fonder un club anarchiste. C'est comme s'il y avait des bombes à retardement prêtes à exploser partout. Dans au moins 7 États, des étudiants ont été exclus ou arrêtés pour avoir évoqué ou préparé des complots. C'est comme une guérilla. On ne sait pas d'où viendra l'ennemi. Donc voilà, après cette tuerie, les USA sont rentrés dans une paranoïa constante. Ils n'arrivent pas à faire le lien entre l'impossibilité de se défendre légalement et la grande facilité pour acheter une arme légale ou non. Du coup, pas étonnant que les tueries continuent encore aujourd'hui. Un code vestimentaire strict et bien conçu peut renforcer la sécurité au lycée, qui deviendra un lieu d'apprentissage positif pour tous. Comme le prouve la tenue de ce lycéen, une politique vestimentaire laxiste permet de dissimuler une arme et rend difficile l'identification d'intrus dans le lycée. Un code vestimentaire réduit la présence d'armes, apaise les tensions entre gangs, réduit les manquements à la discipline et améliore l'ambiance au sein de l'école. Le t-shirt doit toujours être rentré dans le pantalon afin de laisser la ceinture visible. Il est interdit de porter des pantalons larges et des couleurs des insignes généralement associés à l'activité des gangs. Cette politique résulte d'une concertation. Mais oui, facile. On transforme le lycée en bunker sécurisé, on inclut un code vestimentaire et on fouille les élèves quand ils rentrent. Il n'y a pas plus simple. Juste un tout petit détail. Après les attentats en France, j'ai accepté un boulot de prof dans un lycée à problème, histoire d'arrondir mes fins de mois. Pareil, grille renforcée, accès très limité et fouille des sacs à l'entrée. Et devinez quoi? Au bout de quelques mois, il suffisait de sonner à l'accueil pour être ouvert. Et les fouilles des sacs ont bien entendu été très vite arrêtées. Trop long, trop casse-couille à mettre en place et inutile. Car si quelqu'un veut cacher une arme, tu ne la trouveras pas dans un cartable de toute façon. En gros, cette mise en place est faite uniquement pour se rassurer. C'est purement psychologique et ça ne sert à rien d'autre. Si tu veux tuer dans une zone où personne ne peut se défendre, rien ne peut t'en empêcher. Il s'est échangé en monstre. Mais à qui la faute? Les experts avaient tous une réponse. Le heavy metal, cette sous-culture haineuse. Les parents absents. Les films violents. South Park. Les jeux vidéo. La télé. Les loisirs. Satan. Les dessins animés. La société. Pistolet en plastique. La drogue. Le rocker Marilyn Manson. Alors pourquoi c'est arrivé? Ça ne peut pas être la faute des jeunes qui sont poussés à bout et qui ont pété un plomb. Il y a forcément une excuse à leur trouver. Alors pour faire simple, on va dire que c'est le rock'n'roll, particulièrement Marilyn Manson. Donc forcément ils ont été le voir. Mais non, c'est pas ma faute. Mais non, je suis d'accord, c'est pas votre faute. Faisons-nous des bisous, des câlins, etc. Mais oui, ça n'a rien à voir avec le rock c'est bien, les armes c'est caca, etc. Aucun argument, aucune question posée.
Toujours au même niveau. Ensuite, ils vont faire une enquête au niveau Scooby-Doo sur les différentes causes possibles, mais aucune ne se vaut, blablabla, les nazis ont fait pire et pourtant aujourd'hui il n'y a pas de fusillade, blablabla. Si tout ça suffit pour écoper d'une société aussi violente que la nôtre, qu'est-ce que vous dites de ça? Donc c'est forcément à cause des armes à feu, on enchaîne. Pognon et ce travail gratos, ça a calmé les blancs. Sûrement pas, ils eurent encore plus peur. Bon ensuite, 3 minutes d'un dessin animé très connu sur YouTube qui dit que les Américains sont tous des racistes, que les armes c'est caca. Putain, il est long ce reportage. Quand on regarde le journal du soir, les États-Unis flanquent plutôt la frousse. Est-il dangereux? En 40 ans, seuls 2 enfants sont morts après avoir mangé des bonbons à Halloween. Tous les 2 ont été empoisonnés par leur famille. C'était une scène de film d'horreur. Cet homme tondait sa pelouse quand un renard a surgi des bois et a attaqué sa tondeuse. Attention aux produits de régime. Ce que vous ignorez peut vous tuer. Vous en empruntez chaque jour, mais à tout moment, un escalator peut vous mutiler, vous ou l'un de vos proches. Nous vous révélons tout sur ces dangereux escalators. Soyez très prudents, ne vous faites pas remarquer. Ne dansez pas dans la rue avec une bande d'Américains. Restez vraiment très discret. Ne montrez pas que vous êtes Américain. Ah non, j'ai pas changé de reportage sur un top 10 des trucs dont on s'en bat le plus les couilles. Hein. Je vous ai prévenu qu'il y a beaucoup de remplissage inutile. Là, on est sur la partie où les médias vous font peur pour pas changer de chaîne. Le rapport avec les armes à feu? Cherche pas, là on est sûr. L'insécurité, c'est à cause des médias. Il n'y a pas d'insécurité, mais seulement un sentiment d'insécurité. Le rapport avec Columbine? Faut pas trop en demander là. Bon, là on est sur la partie, la criminalité est en baisse constante, mais les médias sont des salopes qui ne choisissent et amplifient que les sujets qui les intéressent, par profit ou par idéologie. Alors, en passant d'ailleurs, je suis parfaitement d'accord avec ça, mais ça marche dans les deux sens. Hein. Là ils disent que la télé américaine affirme que la majorité des crimes sont commis par les noirs. Ce qui est vrai en passant, hein. Il y a que 13% de noirs aux USA et pourtant ils représentent plus de 50% de la criminalité. Mais apparemment c'est pas de leur faute, vous inquiétez pas, une excuse. C'est à cause de leur surreprésentation dans les médias qu'ils sont surreprésentés. Comme ils s'y voient régulièrement, ils se disent que c'est normal de commettre des crimes. Donc ils commettent des crimes. Et que donc, à contrario, si les médias arrêtaient complètement de parler d'eux, du coup ils arrêteraient complètement de commettre des crimes. Alors, dans le principe, c'est pas entièrement faux. On l'a vu en France où le premier attentat de 2015 en a relancé beaucoup d'autres. Ou encore avec les génocides des fermiers blancs en Afrique. Si vous commettez un crime, ça en pousse d'autres à en commettre d'autres en retour. On appelle ça le mimétisme, c'est un réflexe social. Par contre, dire que c'est uniquement ça, c'est complètement con. Il y a simplement des communautés plus enclins au crime que d'autres. Que ce soit les Chances pour la France, les Antifas ou autres. On ne parle même pas de pays ou de couleur de peau d'ailleurs, juste de communauté. Les journalistes sont dans une spirale de merde où tout ce qu'ils feront sera automatiquement classé comme responsable des faits. S'ils parlent des crimes, ils en font la promotion. S'ils n'en parlent pas, ils empêchent les Français de se défendre contre l'augmentation de la criminalité. Cette connasse qui refuse d'admettre la responsabilité individuelle d'un musulman qui enrichit culturellement à grands coups de 35 tonnes est un bel exemple. Je vous dis juste que je ne suis pas d'accord avec votre lecture du réel. D'accord. Voilà. Je ne crois pas qu'il y a aujourd'hui en France majoritairement une menace pour notre République de terrorisme islamique ou d'intégrisme islamique. Plus on donnera la parole à des gens comme vous et plus ce sera le discours dominant, plus vous aurez des problèmes dans les classes. Ça n'arrivera jamais. Mais si ça arrive, c'est la faute de la société et des fachos s'ils la te disent innocent. Pas de responsabilité personnelle. Ah c'est sûr et certain, ils sont tous gentils, ils sont tous inoffensifs, c'est sûr et certain. Mais on va quand même se garder une petite porte de secours. Si ça venait à arriver, c'est pas sa faute. C'est à cause des fachos ou des racistes. La non-responsabilité d'un criminel parce que c'est la faute des fachos, ce n'est pas que dans les médias. Par exemple, récemment, une gauchiste pro-vivre ensemble qui a vu son copain se faire défoncer la gueule devant elle par une bande de Chance pour la France. Un mec dans la rue m'a insulté de pute devant Arthur. Je vais t'enculer. Je vais t'enculer et tu jouiras. Dès le lendemain, a réussi à dire que c'était à cause des racistes s'ils agissent comme ça. Ce qui lui permettra donc de déménager dans un quartier de blancs en continuant à faire la promotion du multiculturalisme. Non, bande d'idiots. Certaines communautés et certaines idéologies sont plus meurtrières que d'autres. Faut l'admettre, c'est tout. Chez nous, on a les gauchistes qui adulent les islamistes, qui mettent au pouvoir des dirigeants qui disent vouloir bombarder le tiers-monde, et qui veulent tuer leurs opposants politiques sous prétexte qu'ils sont fachos. Il y a aucun mal à les reconnaître comme étant néfastes, peu importe leur couleur de peau ou leur pays d'origine. Donc accepter que d'autres communautés peuvent être particulièrement meurtrières. Pour être franc, la communauté noire est devenue un spectacle pour les autres. Le spectacle, c'est le crime du jour. Tiens, c'est marrant, au niveau crime du jour, on a pareil avec des communautés enrichissantes culturellement. Mais on va pas en parler. D'ailleurs, les médias en parlent pas, ça tombe bien. Vous savez, plus il y a de sang, mieux ça se vend. Ça fait les gros titres et devient le symbole de toute une communauté. Ce qui, à mon avis, est très éloigné de la réalité. Bah le truc, c'est que ton avis, on s'en branle. Regarde juste plutôt par quelle communauté tu as le plus de chances de te faire tuer. Là, c'est objectif.
On n'a jamais eu de gros problèmes avec les armes dans la ville. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais si c'est le cas, ce n'est pas notre souci majeur qui reste la possession d'armes par les adolescents de banlieue. Où t'as eu ton arme? Je l'ai volée. À qui? Je l'ai volée à un ami. T'en faisais quoi? Son père en a plein. Et à qui tu les vendais? On allait à Détroit pour les vendre. Je peux vendre un 9 mm pour $150. Et à qui tu les vendais? À tous ceux qui en voulaient. En général des gangs, des trucs comme ça. Des gangs de Détroit, des Noirs? Oui. Essentiellement. Alors là, le monteur, il a tout donné au début, et là, il s'est barré faire une pause café. Plus de 15 minutes à nous dire que les Blancs sont des oppresseurs, racistes, pas gentils, et que les Noirs sont des victimes. Et là, tu trouves un trafiquant d'armes qui nous dit que tous ses clients sont des gangs de Noirs. Y a pas un problème, là? Tandis que le nombre de meurtres a baissé de 20%, leur couverture médiatique à la télé, et notamment celle des journaux du soir, a augmenté de 600%. Ouais, on appelle ça du putaclic. Ça existait bien avant Internet. Les Américains sont conditionnés par le discours des chaînes de télé, par les infos locales, qui leur font croire que les gens sont plus dangereux qu'ils ne le sont réellement. Dans cette ville, la criminalité baisse régulièrement depuis 8 ans, même si la possession d'armes, et notamment d'armes de poing, augmente. Le taux de criminalité ne cesse de baisser. La peur de la criminalité ne cesse d'augmenter. Cela n'a aucun sens. Ça me rappelle Gérard Collomb qui nous disait que la criminalité était constamment en baisse, contrairement à ce qu'en disent les policiers. Qu'elle n'a d'ailleurs jamais été autant en baisse depuis des dizaines d'années. Puis en fait, le jour de son départ, il a affirmé que les chiffres, en fait, ils explosaient complètement, qu'ils se croyaient en état de guerre et que si ça continue comme ça, on arriverait au stade de la guerre civile. C'est marrant, mais dès qu'ils n'ont plus aucun intérêt à mentir, la situation du pays paraît beaucoup moins rose. On pourrait presque croire que les chiffres sont truqués et que ceux qui achètent des armes pour se défendre vivent en fin de compte dans le monde réel et ont peur de manière légitime. Bon, après ça, il y a plus de 20 minutes où ils expliquent que beaucoup pensent que la criminalité vient surtout des Noirs, que c'est pas bien, que c'est raciste de le dire, que des émissions essaient de faire croire l'inverse, que c'est pas bien d'être méchant, etc. Rien à voir avec Columbine, encore moins avec les armes à feu. Là, ça parle simplement de racisme envers les Noirs. Pas étonnant, hein, on rappelle quand même que le producteur du reportage est un anti-blanc radical qui espère l'extermination de notre race. Un mec très gentil, quoi. Le genre de type, tu l'invites en soirée et tu lui files pas de couvert, juste au cas où. Il n'y a pas de meurtre ici parce qu'il n'y a que 70 000 habitants, et c'est la capitale du baiser. Je me suis donc rendu dans une ville canadienne, 5 fois plus grande que Sarnia. Windsor, dans l'Ontario, juste en face de Détroit. Le type se barre au Canada pour interroger des gens sur le pourquoi il y a moins de délinquance chez eux. Là, c'est vraiment histoire de dire « je tape des kilomètres, donc j'ai bossé mon reportage, donc j'ai raison ». Mais en fait, il ne se passe rien, aucun rapport avec les armes à feu, encore moins avec Columbine. Il y a de la criminalité aux USA? Bah c'est simple. Migrants, communautarisme, religion, et surtout problèmes sociaux et éducatifs. Pas besoin de se taper 1000 bornes pour ça, surtout que là, ça ne sert qu'à rajouter 15 minutes de meublage. D'ailleurs, le coup de « je vais sur le terrain histoire de gagner en crédibilité alors que sur mon reportage, il se passe absolument rien », dans ce domaine, je vous conseille cette vidéo. Très très bien. Vous laissez votre porte ouverte la nuit? Où est-ce que vous habitez, à Toronto? Juste à côté. Et vous laissez ouvert? Les Américains croient qu'un verrou empêche les gens d'entrer chez eux. Les Canadiens voient les choses différemment. Fermer à clé revient à s'emprisonner chez soi. Vous n'avez pas envie de ça? Pas vraiment, non. Attends, ils ferment pas leur porte à clé au Canada? À mon avis, c'est faux, mais je vais quand même aller vérifier. Yeah, I've been dealing with that social stigma too, so if you look at someone with a black eye, just think that there may have been something else to the story than what discretion advised on this video. Maybe my first and only, let's hope my only video that I ever put viewer discretion advised, because you're gonna watch... Ah, autant pour moi, c'est vrai, mais à culpa. Si les armes à feu apportaient la sécurité, l'Amérique serait l'un des pays les plus sûrs du monde. Ce n'est pas le cas, c'est le contraire. Ah, enfin! On revient enfin sur le sujet des armes à feu, avec enfin le premier argument anti-armes. Le fameux, le légendaire, le très connu. Si les armes permettaient de se défendre, les USA n'auraient aucune délinquance. Argument très connu, mais surtout très connu pour être complètement bidon. Alors comment savoir si un argument est complètement pourri? Il y a plein de méthodes, bien évidemment, mais là, on va aller au plus simple. Vous prenez le contrario. Si ça marche, c'est que c'est à creuser. En Europe, le pays le moins armé, c'est l'Angleterre. Le pays avec le plus de criminalité, c'est également l'Angleterre. Donc du coup, j'ai envie de dire, si l'absence d'armes apportait la sécurité, l'Angleterre serait l'un des pays les plus sûrs au monde. Ce n'est pas le cas, c'est le contraire. Argument de merde, donc non recevable. J'ai entendu l'appel que la maîtresse a passé au secours. C'était horrible. C'est horrible. Il n'arrêtait pas de demander où est le tireur. Elle criait, il est parti, aidez-moi. La petite Kayla était là? Elle était par terre, oui. Elle était étendue par terre?
Ensuite, la police et le SAMU sont arrivés. Quand le SAMU est arrivé, ils ont pris le contrôle de la situation. Ils ont dit, il faut partir. Quand le SAMU et la police arrivent, on ne maîtrise plus rien. Elle était encore en vie ou pas? Elle avait les lèvres bleues. Bon, il est de retour à Columbine et ben il se passe rien. Il dit simplement que l'appel était pas cool à entendre, donc les armes, c'est pas bien. Ah, il rajoute aussi que c'est un putain de fragile qui n'a rien à foutre devant une caméra s'il arrive même pas à encaisser ses putains d'émotions. Non mais au bout d'un moment, faut le dire, si t'es tellement fragile que t'arrives même pas à t'empêcher de chialer quand quelqu'un est en danger, change de boulot, fais de la mécanique. C'est bien la mécanique. Si t'as peur des armes légales, va à Chicago, la ville la moins armée légalement des USA. Bon, c'est aussi la ville avec le plus de délinquance aux USA, ça faut pas lui dire. À Flint, ma ville natale, un garçon de 6 ans en classe de CP à l'école Buell avait trouvé un pistolet chez son oncle, qui le gardait pendant que sa mère était expulsée de chez elle. Il l'apporta en classe et tira sur une autre élève de CP, Kayla Rowland, une fillette de 6 ans. La balle lui transperça le corps et elle s'effondra mortellement blessée tandis que sa maîtresse appelait les secours. Non, mais pas du tout les sentiments en avant juste pour rappeler le manque d'argumentation et de réflexion. Mais non, pas du tout, qu'est-ce que vous allez imaginer? Putain, bande de complotistes. Là, on est sur l'objectivité pure. Vers 19h, une messe du souvenir sera célébrée. Des centaines de personnes sont attendues. Elles viendront pleurer la petite Kayla qui adorait les pizzas et les nounours et qui nous a été enlevée beaucoup trop tôt. Les enfants vont bien, les enseignants et le personnel aussi. Mais nous n'oublions pas. Nous n'oublions pas. Je ne veux plus que ça se reproduise. Je sais. Moi non plus, j'ai pas envie que ça se reproduise. I'm sorry. That's all right. Il faudra me passer sur le corps. Comme il l'avait fait après la tuerie à Columbine, Charlton Heston tint à Flint un grand meeting en faveur des armes. Là, exactement comme au début, ils refont exactement le même montage sur une nouvelle tuerie. Une nouvelle séance pleine d'émotions, de bons sentiments, de pleurniches, et ça cut directement avec les types de la NRA. Tout souriant et applaudi. D'un point de vue montage général, ça donne quoi? Vous faites ce montage au début, vous montrez le reportage, et vers la fin du reportage, quand celui qui l'a regardé a passé une bonne heure à chialer, on lui remet exactement le même montage avec une autre tuerie. C'est une formule qui marche bien, mais là, pourquoi l'avoir mis 2 fois? Explication d'un montage de fils de pute. Vous avez certainement beaucoup plus l'habitude de regarder un film qu'un reportage, c'est sûr et certain. Alors, comment se structure la grande majorité des films? Tout se passe bien. Élément déclencheur, on essaye de faire en sorte que ça aille mieux, on réussit à faire en sorte que ça aille mieux, on tue le méchant, la situation va beaucoup mieux, des fleurs, des bisous. Cette finale, on encule la princesse. Ouais, ça c'était dans les post-crédits. Allez voir si vous ne croyez pas. Alors ça c'est la structure d'un film qui part sur de l'happy end classique. Dans un film où tout se passe mal et la situation ne fait qu'empirer, c'est exactement la structure de ce reportage. Le mec va d'état en état pour faire en sorte que ça aille mieux, et on refait la scène du début pour montrer une non-évolution. Faire croire que la situation ne peut qu'empirer. Rien n'est dit là-dessus, ce n'est que le montage qui donne cette impression. Ça fonctionne très bien parce que c'est une structure très connue, celle d'un film, mais qui, là, est adaptée pour la structure d'un film qui tourne mal. D'ailleurs, je vais pas vous spoiler, mais c'est normal que le reportage se termine avec une discussion de merde avec un responsable de la NRA qui l'envoie chier. C'est la scène du méchant qui bat le gentil et détruit le monde. C'est la magie du montage. La structure est faite pour vous faire déprimer avec une non-évolution, voire une régression. Avec ici comme méchant de l'histoire, la NRA. Tous ceux qui ont déjà regardé des films connaissent cette structure sans le savoir, et ils sont donc affectés sans le savoir. On voulait que la NRA sache qu'on n'oublie pas Kayla Rowland. Comment osent-ils venir ici? Ils nous narguent. Je suis choquée qu'ils soient venus ici. Voilà, on met en relation la NRA avec un jeune garçon qui a trouvé le pistolet de ses parents. Les parents ont laissé traîner un pistolet approvisionné et chargé et n'ont rien fait en amont pour expliquer à leurs enfants que c'est dangereux de jouer avec une arme. Les responsables, ce serait pas un petit peu les parents bien avant la NRA? Bah si, carrément, mais là on a besoin d'un responsable, et le responsable est désigné par les militants anti-armes, qui trouveront toujours une excuse aux parents. D'ailleurs, pour tous ceux qui pensent ça là, c'est la faute de quel lobby? Bah quoi, ça peut pas être de la faute des parents si on va par là. Sinon on pourrait croire que c'est que quand ça vous arrange. Est-ce que la NRA pensait des enfants de 6 ans qui utilisaient des armes? Alors, sans prendre trop de risques, à mon avis, ils pensent que les parents sont des connards d'irresponsables.
Et ce qui m'a le plus stupéfié, ce sont ces groupes affiliés à la NRA, des gens que j'appelle, vous voyez, des fous de la gâchette. Disaient que c'était horrible de ma part de mettre en garde les gens de ce pays sur les dangers d'avoir des armes chez soi. Ils voulaient voir le gamin pendu au bout d'une corde. Il y avait derrière tout ça tant de racisme, de haine, de colère. Bon, là on est sur du classique. On prend les extrémistes et on y associe toute la communauté pour faire croire que c'est une idéologie partagée. À quel moment c'est possible qu'une communauté aussi énorme que la NRA ayant des millions de membres ne comporte pas quelques extrémistes? C'est comme penser que les antifas ne comportent pas de non-extrémistes. Et évidemment que si, il y en a toujours quelques-uns qui nuisent à l'image du groupe. C'est un dessin du petit garçon qui a tiré à Buell. Il a été amené dans mes locaux une quinzaine de minutes après le drame. Je lui ai donné des crayons pour qu'il s'occupe un peu. Et il m'a fait ce dessin. Au-dessus de mon bureau, j'avais des dessins de mes enfants, alors il a voulu m'en faire un aussi, pour que je l'affiche. C'est son dessin? Il a expliqué ce que c'était? C'est lui et sa maison. C'est lui et sa maison, là. Pourquoi vous avez gardé le dessin? À cause de la gravité de ce qui s'est passé. Mais non, le reportage n'est pas uniquement basé sur le sentimentalisme, bande de complotistes. Bon, ensuite ça parle de sa famille, qui est pauvre, qui est triste, qui pleure, le tout sur de la musique mélancolique. On s'en bat tellement les couilles, on passe. Ce programme parvint à exclure tant de pauvres de l'aide sociale que son fondateur, Gerald Miller, fut ensuite embauché par l'entreprise la plus sollicitée par les États de ce pays pour privatiser leur système d'aide sociale. Cette entreprise, c'est Lockheed Martin. La fin de la guerre froide ayant privé le pays d'ennemis, Lockheed avait trouvé le moyen de se diversifier et d'exploiter la peur des gens grâce à un ennemi plus proche d'eux, les mères noires et pauvres, comme Tamarla Owens. Ça n'a plus rien à voir avec le thème de base. On privatise les sociétés pour faire travailler les pauvres, et ça c'est pas bien. Qu'est-ce que ça fout là? D'ailleurs, il parle des mères noires, on sait pas trop ce que ça fout là. Il y a autant de pauvres chez les blancs que chez les noirs. Mais on rappelle que ce type est un radical anti-blanc, et qui ne vit que pour la grandeur du peuple noir. Donc s'il peut caser ça de temps en temps pour rappeler que les blancs sont tous des racistes, c'est toujours ça de prix. Voilà, en gros, il fait son reportage dans les quartiers noirs pour dire que tous ceux qui sont pauvres et exploités sont noirs. C'est pas anodin. Une mère élève seule ses enfants et voyage 1h30 pour aller à son travail. Et 1h30 pour rentrer le soir. En quoi cela aide la communauté? L'État du Michigan veut responsabiliser les parents. Aide sociale contre travail. Ce programme devrait être supprimé car il n'a aucune vertu. Il ne fait qu'aggraver le problème. Vraiment? Vous êtes le shérif et vous dites ça? Oui. L'idéal serait 2 parents par foyer également responsables, mais c'est impossible. Ça ne sert à rien de forcer la mère à travailler loin pour un salaire de 5,50 $ de l'heure. Voici le bus qu'elle était forcée de prendre tous les jours, en contrepartie de l'allocation de l'État. On rappelle qu'à la base, le sujet c'était les attentats et les armes à feu. Là, il en a plus rien à foutre, il parle pauvreté et capitalisme. En gros, on titre « Les armes c'est caca », on met plein de trucs random qui font pleurer, et à la fin, le spectateur devient anti-armes parce qu'il a pleuré sur un reportage titré « Les armes c'est caca ». Bordel, le pire c'est que ça marche vraiment. Depuis quand vous prenez ce car? Ça fait à peu près 3 ans. Bon, il continue à dire à quel point ils sont pauvres, il va dans un car pour discuter avec des pauvres, il va voir des patrons pour connaître leur boulot, ce qui n'a foutrement aucun rapport avec les armes à feu. Ah, ça part complètement en couille. En gros, un enfant est mort, donc il va voir les patrons de la mère qui a perdu son fils, pour montrer à quel point elle est pauvre et triste. De notre côté, comment est-ce que tu veux faire un reportage de 2 heures sans poser aucun argument ni aucune question? Tout ce qui est fait dans ce reportage, c'est poser une ambiance morbide. C'est tout. Et ça marche très bien, c'est le reportage de référence. C'était une bonne employée? Oui. Elle travaillait aussi à la pâtisserie du centre commercial. S'il trouvait juste que des mères célibataires et pauvres soient forcées d'avoir 2 emplois sous-payés pour survivre. Attends, tu veux dire comme énormément de monde en fait? Eh bande de cons, avoir 2 boulots de merde pour survivre, c'est pas exclusif aux femmes noires américaines. Les boulots alimentaires, tout le monde y passe. Quelle que soit la couleur de sa peau, quel que soit son pays, quel que soit son âge. Et j'ai accepté un boulot de prof dans une classe de débiles, c'est pas pour le plaisir. Le mec voit tellement l'oppresseur blanc partout qu'il ne comprend même pas que la misère est partout, et pas que chez ses petites protégées. Je tourne un documentaire sur les fusillades dans les écoles. Non. Non, juste non. Tu fais de la propagande anti-armes, anti-américain, anti-blanc, le tout avec des chatons mélancoliques sur de la musique triste. Tu ne fais pas un reportage sur les fusillades, redescends sur terre. La mère du petit garçon qui a tiré travaille dans votre restaurant, dans le comté d'Oakland. Ah, laisse tomber. C'est un programme d'aide sociale contre le travail. Ces gens sont obligés... Allez, au revoir. Il faut que vous m'aidiez à convaincre le gouverneur du Michigan.
C'est un programme d'aide sociale. On oblige ces femmes à travailler. Elles ont des enfants à la maison. Alors là, c'est pour dire qu'un patron d'une grande société n'a pas de cœur. Et qu'il n'est pas gentil. Mais juste pour savoir si sa réponse n'était pas normale, vous essayez. Vous allez voir le patron de McDo et vous lui dites qu'une de ses serveuses noires a perdu son fils. Et qu'il devrait donc convaincre le président de la République de retirer la pauvreté chez les noirs. À mon avis, il va vous envoyer chier en cul. Il aurait bien raison. Mais là encore une fois, le montage est fait pour que vous puissiez croire que la réponse n'était pas normale. J'ai été blessé par un Tech 9. 9 mm? Oui, c'était... Je crois que c'était censé être semi-automatique, mais ça m'a paru tout à fait automatique, autant que je me souvienne. C'est Richard Castaldo. Et lui, c'est Mark Taylor. Ils ont été blessés lors de la fusillade à Columbine. Richard, paralysé à vie, est cloué dans un fauteuil roulant. Bon là, je passe sur le passage sur le 11 septembre où il dit que les gens, ils ont peur, donc ils font des stocks d'armes et de munitions. On s'en tape. Mais complètement. Et ensuite, il va voir des survivants de Columbine pour montrer à quel point ils sont tristes. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il a oublié de leur demander si à ce moment-là, ils avaient le droit d'avoir une arme de manière légale pour se défendre, et si ce n'était pas le cas, s'ils avaient voulu en avoir une. On est passé à ça d'une question intelligente sur ce reportage. C'est dommage. Mark remarche à peine après de nombreuses opérations. Les enfants de Columbine ont payé le prix fort. Nous avons payé le prix fort pour toute la nation. Mark et Richard ont été mutilés par les balles à 17 cents de chez Kmart, qui sont restés dans leur corps. Tandis qu'il me montrait les points d'entrée des balles, je pensais à un moyen de réduire le nombre d'armes et de balles en circulation. Armes légales. Il a oublié de le préciser, mais ce qu'il veut retirer là, ce sont les armes légales. À aucun moment il ne veut ou il ne peut retirer les armes aux criminels. Ce qu'il veut là, c'est empêcher Jean Prolot de se défendre légalement. Et à ma connaissance, je ne connais que deux types de personnes qui veulent interdire les armes légales. Les criminels, que ce soit pour les vendre ou s'en servir, et les gauchistes, qui ne connaissent pas le monde réel. Et en général, bien souvent, les deux travaillent ensemble. Je me disais que puisque vous avez arrêté de vendre des armes de poing, il serait logique d'arrêter aussi de vendre des balles. Nous vous demandons d'arrêter de vendre des balles de 9 mm dans vos magasins. Tous les criminels le voudraient aussi en fait. D'ailleurs, on a eu la même chose récemment en France où des munitions vendues dans un magasin de sport troublaient la sensibilité de certaines pleurnicheuses. Bon, ensuite, ils se promènent, ils protestent sur le fait qu'on puisse acheter des munitions en grande surface. Tout le monde s'en fout, et à juste titre, et il finit par aller voir un responsable de l'ANRA. Vous avez des armes ici? Tout à fait. Les voyous sont prévenus. C'est pour votre protection? Oui. Avez-vous déjà été victime d'un crime? Non. Vous n'avez jamais été agressé? Aucune violence? Non. Mais vous avez des armes? Chargées. Elles sont chargées. Si on a une arme pour se défendre, mieux vaut qu'elle soit chargée. Avez-vous besoin de vous défendre? Non. Vous n'avez jamais été victime d'un crime, jamais été agressé? Non. Non, c'est vrai. Alors, pourquoi ne pas décharger vos armes? Bah c'est simple, les gens normaux n'attendent pas de se faire agresser, voire tuer, pour avoir les moyens de se défendre. Regardez-moi celle-là, elle croit vivre ensemble, elle vit dans un quartier musulman, elle n'a rien pour se défendre. Son copain s'est fait exploser la gueule devant l'indifférence générale, surtout de la police qui lui a fait comprendre que ça arrivait tous les jours. J'ai pas eu le temps de souffler que mon copain était en train de se faire assassiner devant mes yeux. Qui ont lynché mon copain à coups de pied très très fort dans la tête, très très fort contre les murs, contre des barres de fer. Et je hurle, parce que je comprends pas, je commence à même croire que ce mec est menaçant, je comprends pas comment on peut pas m'aider dans un moment comme ça. Tout le monde s'en fout. Maintenant qu'elle a subi ça, elle va déménager et penser à se défendre. Ça, c'est une gauchiste standard. Moi là, ce qui m'inquiète le plus, c'est de me dire que ce gars est là, et qu'il peut faire ça à d'autres gens, en fait. Comment ça se fait? Il faut absolument que ça s'arrête, il faut absolument qu'on arrête de s'en foutre de ce qui se passe, je suis désolée, j'ai pas les mots. C'est lui! Mon Dieu, c'est bien lui! Il vient pour nous aider! Captain Constate! Faites un résumé! Cette personne dit que sans les racistes, les chances pour la France n'agresseraient personne, et qu'ils sont donc directement responsables de la tentative de meurtre de son copain. Connasse! Merci, Captain Constate! Mais un humain normal pense à se défendre avant de se prendre des chassés dans la tête. Sinon quoi? Pour acheter de quoi se défendre, il faut avant ça faire un stage d'enrichissement culturel en Seine-Saint-Denis? Il faut frôler la mort pour avoir le droit d'acheter une bombe lacrymogène, sinon cet achat n'a aucun intérêt pour vous? Vous pensez que Machine là, elle ne regrette pas de n'avoir rien pour se défendre pendant qu'elle regardait des chances pour la France essayer de tuer son copain? Bande de tarés. Si plus de monde se défendait contre eux et que les agresseurs se prenaient quelques coups de matraque dans la gueule de temps en temps, peut-être que tes agresseurs y auraient réfléchi à 2 fois avant d'essayer de tuer ton copain. Et comme tu le dis toi-même, vu que la police n'en a absolument rien à foutre, vu que ça arrive tous les jours, rien ne l'empêchera de recommencer autant qu'il le veut. On ne définit pas un besoin de défense par le fait d'avoir déjà voulu se défendre sans pouvoir le faire. On définit un besoin de défense par l'insécurité générale.
Et pour l'insécurité générale, si vous voulez savoir où on en est en France sans devoir risquer de crever en allant vérifier vous-même, je vous recommande quelques articles qui montrent à quel point elle a drastiquement augmenté en très peu de temps. Et ce, particulièrement à cause d'El Famoso, migrants mineurs isolés de 40 ans qui sont devenus totalement ingérables et qui s'accumulent donc avec la criminalité qu'on avait déjà et qui était déjà ingérable par d'autres communautés enrichissantes culturellement. On en est à un tel niveau que même truquer les chiffres autant que possible n'arrive même plus à faire baisser artificiellement les chiffres de la délinquance. Ensuite, l'interview, c'est de la merde. Il ne rentre que dans les sentiments sans jamais rentrer dans un vrai débat constructif, allant même jusqu'à lui montrer la photo d'une fille tuée par une arme à feu. C'est pas un argument ça, la grande majorité des homicides aux USA se font avec des couteaux. On ne va pas interdire les couteaux pour autant, c'est ridicule. Mais voilà, c'est ce que j'explique au début. Il essaie de battre le méchant de l'histoire avec une photo, ça ne marche pas. Pas de happy end, le spectateur est triste, et on retourne sur la musique mélancolique. J'ai quitté la propriété de Charlton Heston à Beverly Hills et je suis retourné à la réalité. Celle d'une Amérique qui vivait et respirait dans la peur. Imaginez quelqu'un qui entre chez vous par effraction pour s'en prendre à votre famille. Comment est-ce que vous l'imaginez? Ensuite, il va faire un bowling dans une salle où il y a eu 3 morts, il pleure sur les victimes, les armes c'est caca, les blancs sont racistes, les tueries vont continuer, et c'est enfin fini. Quand on est un connard comme moi qui ne peut pas se faire une vraie réflexion avec simplement du sentimentalisme et de la musique triste, mais qui demande un minimum de recul et d'effets concrets, eh ben ce reportage était très nul, mais surtout putain très long. Il n'y a aucune réflexion, aucun débat, aucun argument. Il a mis un titre, un thème, il a posé une ambiance, c'est tout. Alors ce n'est pas un reportage sur les armes. C'est un reportage qui a une ambiance morbide et qui a pour thème principal les armes à feu. Nuance. Jamais il n'évoquera la légitime défense. Jamais il ne parlera de gun free zone qui sont constamment attaqués, car impossible à défendre légalement. Jamais il n'évoquera les lobbies anti-armes tout aussi malsaines, enfin pour ce qu'il en reste. Les lobbies anti-armes sont des très vieux, mais surtout des très jeunes, car très faciles à manipuler. C'est inédit dans l'histoire des tueries de masse aux États-Unis. Pour la première fois, des élèves se mobilisent bien décidés à changer la loi sur l'autorisation du port d'armes à feu. Dès je sais tout, je vais à la fac. Ils sont bien plus enclins au sentiment et n'ont aucun recul pour se rendre compte qu'ils font de la merde. Et des vieux parce que je sais pas en fait. Je sais pas pourquoi, mais les gauchistes anti-armes, pro-migrants, pro-Macron, sont très représentés par les vieux. Bon, déjà la gueule des représentants anti-armes, plus le fait qu'ils sont vraiment pas nombreux, qu'ils arrivent pas à débattre plus de 2 minutes sans pleurer et traiter tout le monde de nazi. Autant dire que les groupes anti-armes, quel que soit le pays d'ailleurs, tout le monde s'en branle. Ce reportage, il est vide. Ce n'est que du meublage pour éviter que les spectateurs ne se posent de vraies questions. Il est quand même très bien réalisé, car contrairement à beaucoup, il va directement sur le terrain, il parle à des gens, il voyage beaucoup. À chaque fois ça ne sert à rien, il n'apprend rien, tout le monde l'envoie chier, donc c'est pas du tout utile. Mais le fait qu'il se déplace fait croire qu'il se passe quelque chose, et surtout fait croire que ce qu'il dit est vrai. C'est bien entendu totalement faux, mais on y croit. Le fait qu'il se déplace d'état en état, et qu'il aille même au Canada, c'est ce qu'il manque cruellement sur les autres reportages du même sujet. Il discute avec des personnes faibles mentalement pour qu'ils aillent dans son sens, il discute même avec un commercial random plutôt qu'avec le directeur pour avoir en face de lui quelqu'un qui ne connaît pas le sujet, et avec très peu de répartie. Il parle énormément de sujets qui n'ont rien à voir avec les armes. Il y a par exemple une grosse partie où il parle de pollution. Vous pourriez pas arrêter quelqu'un pour pollution de l'air? Certainement pas. Personne? Non. Mais comment ça se fait? Non, comment ça se fait, monsieur l'agent? Un passage où il ironise avec un policier sur le fait qu'il faudrait enfermer tous ceux qui ont une voiture vu que la pollution tue plus que les armes. Ce qui est assez con parce que ce serait plutôt un argument pro-armes. Mais le but ici c'est de perdre le spectateur dans une bouillie d'argumentation bordélique. Ce qui manque beaucoup aux autres reportages du même genre, c'est l'absence totale d'argumentation ou de questions. Beaucoup de nouveaux reportages posent des questions, parlent du sujet, débattent un minimum. Tout est parfaitement orienté anti-armes et tout est basé sur la manipulation, bien entendu. Mais le fait de ne rien dire et laisser à l'interprétation est bien plus efficace, comme on vient de le voir. D'ailleurs, félicitations au passage où il met des victimes avec de la musique triste et qui enchaîne directement avec la NRA. Le tout sur une transition agressive. Bref, ce reportage est très bien réalisé. Pas étonnant qu'il reste une grosse référence auprès des plus crédules, malgré les années. Sinon, depuis Columbine, moi, ce que je retiens. Reste un sujet sur lequel la tuerie de Columbine n'a eu que peu d'effet, l'utilisation des armes à feu. Les pressions des groupes anti-armes semblent encore plus faibles aujourd'hui qu'en 1999. Bah ouais, bande de cons. En France, on pense que pour lutter contre les criminels qui ne respectent pas les lois et qui peuvent avoir des armes facilement, il faut créer des lois et interdire les armes légales. Aux USA, entre autres, ils ont compris que c'était complètement con. Et c'est pour ça que les mouvements anti-armes se font bien gentiment rembarrer et que plus personne n'écoute leur avis d'idiots sans amis. Et ça, c'est pas qu'aux USA. Depuis quelques années, la méthode standard pour faire de l'anti-armes, c'est d'utiliser des enfants. Ça pleure facilement et on a facilement de l'empathie pour eux. Enfin, sauf pour moi qui suis un connard. Et surtout, on utilise des personnes qui n'ont pas d'expérience de la vie pour avoir un vrai avis posé sur le sujet. À leur âge, leur avis politique est très facilement manipulable. Et donc utilisable pour quiconque n'ayant aucune limite. Pour rappel, on a fait pareil en France pour mettre Macron en place. Elle est méchante, elle est pas agréable. Comme si à 10 ans on pouvait vraiment avoir un vrai avis politique. Pour le fait d'avoir un avis de merde quand on est gosse, j'en suis un bel exemple. Bien évidemment, j'ai eu une éducation lambda. Bien entendu, j'ai eu la télé. Bien sûr, j'ai été à l'école publique. Et pire que tout, mon père, un tireur sportif, est mort quand j'avais 11 ans parce qu'un tireur n'a pas effectué ses mesures de sécurité correctement. Donc évidemment, quand j'avais 18 ans,
enfant, j'étais un anti-armes convaincu. Le port d'armes provoque des fusillades, on est tous citoyens du monde et tout le bordel. D'ailleurs, un concours Photoshop de moi en gauchiste, ça pourrait être marrant. Mais heureusement, contrairement à beaucoup qui ne se remettent pas en question, qui restent dans leur grotte et filtrent tout ce qui pourrait leur faire changer d'avis, moi j'ai réfléchi au problème, j'ai pris du recul et je me suis rendu compte que c'était de la merde. Mais vous vous demandez sûrement, comment les Américains ont-ils fait pour réfléchir à ce point-là et être moins cons que nous? Bah c'est simple, ils ont vu comment ça se passe chez nous, ils ont vu comment on fait, et ils ont fait l'inverse. En gros, la NRA a simplement pris un micro et ils ont dit: on n'arrêtera pas le marché illégal, c'est impossible. Dans tous les pays du monde, ce marché est beaucoup trop implanté. Merci aux gauchistes pour le mondialisme et les retraits des frontières en passant. Donc soit on accepte qu'il y a un marché illégal et on permet aux gens honnêtes de se défendre, droit qui est perdu avec un casier judiciaire, soit on retire toutes les armes légales, on ouvre les frontières, et on interdit la légitime défense. En gros, comme ils font en France, qui devient progressivement un pays musulman composé de tribus africaines, et avec une criminalité qui bat tous les records. De toute façon, armes à feu ou pas, l'enrichissement culturel se fait également à coups d'acide, de couteaux et de camions. En gros, vous voulez vous sortir de la merde, ou devenir un pays du tiers-monde calé sur le Libéria comme devient la France. Forcément, exposé comme ça, les pleurniches et la musique triste, ça ne suffit plus du tout. Donc, évidemment que les contrôles aux frontières se sont renforcés, et les armes légales banalisées avec une légitime défense assouplie. Tu regardes ce que devient la France, évidemment que ce discours fonctionne. Qui voudrait d'un pays comme ça? Par contre, je sais pas si vous saisissez toute l'ironie de la situation. En France, ce sont les gauchistes anti-armes, anti-Trump, anti-frontières, pro-migrants, pro-vivre ensemble, qui ont ravagé ce pays, c'est grâce à eux que les autres pays refusent tout ça, grâce à l'épouvantail qui est devenu la France. Ce sont finalement les gauchistes anti-armes qui font la promotion des armes à feu et la fermeture des frontières dans les pays un peu moins cons que nous. Je trouverais ça presque drôle si j'étais pas français moi-même. La France est devenue l'idiot utile de la NRA. Autrefois, la France brillait pour son armée, sa philosophie, sa culture, son art. Aujourd'hui, la France, c'est la petite pute docile de la NRA. Et ça, c'est pas prêt de s'arranger. Personne n'a envie de ressembler à notre pays du tiers-monde. Et notre pays n'ira pas mieux vu qu'on continue à voter pour des enculés pour éviter la haine, la xénophobie, le capitalisme, le fascisme, toutes ces conneries. L'électeur français moyen, il a encore de la marge niveau train de vie. Il n'a pas encore assez souffert pour enfin voter dans son intérêt. Donc on n'a pas fini de faire plaisir à la NRA. Maintenant et pour finir, la question du jour. Celle que tous les journalistes se posent sans trop vouloir y répondre. Comment ça se fait que les USA restent autant pro-armes malgré ce qui se passe là-bas? Déjà parce que le problème des morts par arme à feu, c'est loin d'être leur priorité, malgré le matraquage médiatique autour du sujet. Mais surtout, la NRA communique beaucoup. Ils font des conférences, ils ont beaucoup de chaînes YouTube, ils sont très présents sur les réseaux sociaux, bref, ils communiquent. Ce qui fait qu'ils sont majoritairement convaincants dans tous les états, même ceux avec presque aucune délinquance. Mais là vous vous dites, il n'y a aucune communication en France autour du sujet, pourtant les Français s'arment de plus en plus. Bah oui, deuxième critère, l'enrichissement culturel. Quand on te dit à longueur de temps que tu ne dois pas te défendre sinon la criminalité va augmenter, mais que tu te fais régulièrement défoncer la gueule par des chances pour l'univers, bah tu commences à remettre en question cette vérité absolue. Et tu finis par acheter une arme de défense, ce qui est totalement logique pour une personne normale. Donc pour faire avancer le sujet autour des armes à feu, de la communication et de l'enrichissement culturel. Donc pas étonnant que les Suisses ont pris une PLS monumentale chez eux. Peu d'enrichissement culturel et quasiment aucune communication sur les armes. Le monopole du sujet est simplement laissé aux médias, majoritairement anti-armes. Donc forcément ce référendum était largement prévisible. Et comme désormais après cette PLS interstellaire, le mot d'ordre c'est de se faire tout petit, ne plus en parler et laisser les médias faire en espérant que ça se passera mieux la prochaine fois, eh ben ça va ne faire qu'empirer. La Suisse, à long terme, deviendra exactement comme la France, vu qu'ils appliquent les mêmes méthodes. Pour rappel, en France, dans les années 90, on pouvait acheter une arme à feu avec une simple pièce d'identité. Et les munitions étaient achetables dans les supérettes. Aujourd'hui, j'ai fait une demande d'autorisation en octobre et je l'attends encore. Donc bienvenue aux Suisses dans le moule français. Accrochez-vous bien, la suite va faire très mal au cul. Pour les autres reportages anti-armes, je vous laisse les regarder. En général, ils sont bien moins foutus que celui-là. C'est pas étonnant qu'il reste une référence dans le domaine malgré les années. Les reportages plus récents, bien souvent, ils utilisent la technique classique d'utiliser des gosses du lycée ou de la fac, tout juste formatés au logiciel du vivre ensemble, qui n'ont aucun recul social ou politique, et qui n'ont pour la plupart jamais eu à se défendre. Donc qui sont totalement illégitimes pour ouvrir leur gueule, mais qui provoquent de l'empathie. La méthode d'utiliser des gosses paraît parfaite à utiliser pour n'importe qui, mais justement, à force de s'en servir tout le temps et pour n'importe quel sujet, ça ne fonctionne plus. Ça se voit bien aux USA, les groupes anti-armes disparaissent de plus en plus. D'ailleurs, je ne peux que vous recommander d'aller les voir, ne serait-ce que pour repérer toutes les techniques de manipulation. D'ailleurs, je vous recommande des vidéos contre les armes à feu de manière générale, histoire de repérer toutes les fils de puteries possibles. Allez, petit exemple. Et oui, aux États-Unis, il y a un petit problème, c'est que les gens confondent les stands de tir avec les écoles. Alors ce genre de fusillade arrive occasionnellement tous les jours. Depuis le début de l'année 2019, il y a déjà eu plus de 150 school shootings, ce qui fait un school shooting par jour. Une fusillade d'école par jour. Ok, on va voir ça. Bon, les sources. Bon, bien sûr, aucune source en description, on ne trouve rien sur Google sur le sujet. En cherchant vite fait, on voit que d'autres pays ont bien plus de fusillades dans les écoles que les USA, comme le Pakistan. Je donnerai pas les motifs des fusillades, on va encore me traiter d'islamophobe. Le seul article que j'ai trouvé qui y ressemble, c'est celui-là. Ça ne parle pas d'école, mais seulement de tuerie de masse. Tuerie de masse qui a fait 3 morts. Ok, une tuerie de masse à partir de 1 mort. Changez rien les gars, c'est bien. C'est dommage, hein, j'aime beaucoup sa chaîne. D'ailleurs, je vous la recommande. D'un point de vue facho d'extrême ultra-droite, il est très bon. Mais cette vidéo-là, c'est de la merde. Et le fait de l'avoir foutu en catégorie humour ne change rien. Voilà, ce sera tout pour moi. Cette vidéo était beaucoup trop longue. Je vous fous la paix. Vous pouvez vous barrer.